Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Première Vue. Donc, il y a quelques jours, on a vu le dernier film de Coppola, Twixt. Voilà. Et c'est la première fois depuis... Bon, c'est la première fois déjà dans le cadre de ces Premières Vues, et c'est la première fois depuis très longtemps que Joe et moi ne sommes pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Pas du tout, effectivement. Pas du tout d'accord. Là, on a vraiment un extrême et... Toi, tu as vraiment adoré ce film. J'ai pas adoré, mais j'ai beaucoup aimé. Après, adoré au point de l'aduler et de le revoir plein de fois. Non, peut-être le revoir une deuxième fois, oui. Mais j'ai beaucoup aimé. Je crois que sur Sens Critique, tu as mis un 8, c'est ça? J'ai mis un 8 sur 10. Parce que, sur le site Sens Critique, le site 8, communautaire de je mets constamment des 8 aux films que je trouve très bien faits, qui sont pas forcément les films où je suis oh my god, j'ai envie de les revoir plein de fois, mais où je suis quand même très content de les revoir. Je me suis permis de mettre un 1 pour ma part. Voilà. Et donc, alors Coppola, bon, on le rappelle vite fait, il a fait Le Parrain, Apocalypse Now. Voilà. T'as vu quoi de Coppola d'ailleurs? J'ai vu Le Parrain, j'ai vu tous les Parrains, les trois, j'ai vu Apocalypse Now. J'ai vu donc voilà, ce que je veux dire c'est qu'il a fait beaucoup de films. J'ai vu Dracula aussi, et puis j'ai pas vu Dracula. J'ai vu Apocalypse Now, mais j'en ai plus aucun souvenir parce que c'était vraiment il y a longtemps, et j'ai vu les deux premiers Parrains aussi. Ok, bah moi en fait je suis pas un grand fan de Coppola, j'adore Apocalypse Now vraiment, et je sais que en fait depuis on va dire que voilà, Coppola c'est un très très grand réalisateur, et là depuis une certaine période il a décidé de plus faire des films qui coûtent cher. Et de faire des petits films d'auteur avec pas beaucoup de moyens. Mais c'est surtout que, d'après ce que j'en ai vu, moi, le seul écho que j'avais vu du film, alors c'est-à-dire que la bande-annonce, on l'avait vu au Cinoche, voilà, une fois précédente, on l'avait vu au Cinoche, et moi j'avais pas voulu tout voir de la bande-annonce parce que je voulais pas me spoiler éventuellement ce qu'il y avait à spoiler. La seule chose que je savais du film, c'est qu'il y avait Val Kilmer dedans, et que maintenant que Coppola avait tout prouvé parce qu'il avait fait plein de genres, et que effectivement il avait prouvé qu'il était le génie du cinéma qu'il est, et ça c'est incontestable, que maintenant il voulait faire absolument ce qu'il voulait, sans rendre compte à personne. J'avais pas fini dans ce que je disais que j'avais pu voir un de ses premiers films d'auteur qu'il avait fait, qui était L'Homme sans âge, qui est un film qu'il a fait adapté d'un livre du même nom, et c'était très intello. Je pense que t'aurais pas du tout aimé Xim. De suite, si c'est intello, j'aime. Non, mais c'était assez incompréhensible, ça m'avait pas tellement parlé, j'avais trouvé ça intéressant. J'ai trouvé beaucoup de choses dans ce film en fait de différents. Déjà, dès la bande-annonce, j'ai senti l'aspect Twin Peaks, donc la série et que j'ai toujours pas vu. Moi j'avais vu que les deux premiers épisodes, donc je peux pas trop parler là-dessus. Le peu que je sais de Twin Peaks, je sais que c'est un peu... C'est une histoire d'une nana qui se fait tuer dans un village. Et ça m'a parlé, ça m'a beaucoup parlé, cet aspect un peu fantastique, village abandonné, un peu Stephen Kingien, je dirais. Ensuite, donc le film bascule dans un tout autre univers avec des couleurs totalement différentes, et je trouve que les choix esthétiques sont vraiment intéressants. Tu me disais que j'aimais pas les histoires on va dire, d'écrivains, un peu à la Stephen King, qui ont perdu un enfant et qui ont une affaire qui ont à traiter une histoire de fantôme. En fait c'est drôle parce que dès que j'ai vu ce sujet, que ça a commencé, je me suis dit ça va pas plaire à Xim. Je sais pas pourquoi. Et effectivement, t'étais comme ça dans le cinéma. Mais je me retenais de péter un câble, mais je pétais vraiment un câble. Et mais toi, tu m'as dit que c'était à partir de la partie où ça commençait à devenir un peu plus. Ah ouais, mais bon, c'est le premier tiers quand même. C'est une fois que t'as fait le tiers du film, le film dure pas vraiment. Non, il est pas très long. Même si je l'ai trouvé interminable. Et voilà. Non, mais... quand il commence à rêver, je trouvais qu'il y avait un aspect un peu Tim Burtonien dans les couleurs, dans les choix, dans le côté un peu fantomatique. Et c'est là que je suis pas d'accord. Et c'est là où t'es pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord, parce que moi je trouve que c'est déjà rien que sur la couleur, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus dérangé du film, hein, parce que c'est le scénario vraiment qui me dérange, et puis certains choix de mise en scène. On parlera du scénario. Voilà, mais après sur la couleur, non, je trouve que voilà, les teintes de gris comme ça, je trouve ça moche quoi. Ça m'a pas parlé du tout. Après la beauté c'est subjectif évidemment, on trouve beau ou laid, mais voilà, c'est moi ça m'a fait penser à Antichrist. Antichrist, tu es fan de ce film. Et moi ce film, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que je déteste. Je sais que souvent on dit ce film soit on aime, soit on déteste. Non, moi je suis entre les deux. Moi Antichrist, par exemple, un film comme Antichrist, comme je t'avais dit, j'avais l'impression de me retrouver dans un musée où on te propose des tableaux. Il y en a qui te plaisent, il y en a qui te plaisent pas. Mais au final, tu vois, il y a vraiment des propositions. Je comparais pas ce film. Là je trouve que les propositions sont
même s'il a voulu sortir du cliché, même s'il a voulu faire une mise en abîme dans le cliché, dans la construction d'une histoire, mais ça on reparlera du scénario évidemment, mais je trouve que voilà, que qu'il n'y a pas vraiment de grosses propositions esthétiques, que les propositions esthétiques sont pas maîtrisées dans un grand tout. Je suis absolument pas d'accord. Je trouve que je comparerais pas ce film-là à Antichrist. Les deux viennent d'un phénomène film d'auteur, où on veut faire des choses bizarres un peu différentes. Ça vient quand même de deux auteurs qui veulent faire quelque chose qui sort. Bien sûr, mais je trouve que tu parles de musée avec Antichrist. Antichrist, tu disais justement qu'il y a une homogénéité. Et là, tu dis un musée qui propose des choses différentes. Or, non, je trouve que justement, Twixt propose plus de choses différentes qu'Antichrist, plus d'hétérogénéité justement avec des choses différentes et de faire un tout justement en disant que tout est un manque de goût. Ça me paraît un peu bizarre. Enfin, c'est de mon avis. Après, moi j'aime beaucoup cette esthétique de rêve un peu conte de fées avec cette image du clocher. Après, je vais juste terminer. C'est vrai que il y a beaucoup de plans qui font pas amateurs mais moins professionnels. Après, je trouve ça intéressant. Qui s'essaye à ça, comme il le disait, il voulait essayer de faire des films plutôt d'auteur, plutôt différents, et je trouve que justement ce côté un peu amateur, ce côté un peu fait de briques et de broc, on dirait un peu que c'est comme une scène de théâtre. Et je trouve que ça va avec son idée de mise en abîme, Enfin là encore alors justement, parce que là en fait je disais que je pouvais pas contrer ça sans commencer le scénar. Donc justement, le scénar. Le scénar, cette histoire, comme je disais, de écrivain raté, écrivain raté, mais écrivain au rabais, qui en a marre de sa condition de fils écrivain au rabais, qui se rend dans cette petite ville paumée, où il n'y a même pas de librairie, il se rend soi-disant dans une librairie pour faire une dédicace, sauf qu'il n'y a pas de librairie, voilà, il est seul et personne n'est sans fin. Bon, ça m'a pas vraiment dérangé. Ça m'a pas vraiment dérangé. Après, ce personnage-là, moi, me dérange. Ce personnage-là, pas le stéréotype du mec, de l'écrivain triste, qui a perdu sa fille, qui a la marre de sa condition et tout, mais ce mec est un connard. Mais je vois pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi tu dis que ce mec est un connard. C'est sans spoiler, parce que c'est au début du film, mais les seuls rapports qu'il a avec sa femme, t'as l'impression que sa femme c'est une sorcière, il la traite de sorcière même, alors que sa femme c'est... financièrement il dépend d'elle, ok d'accord, c'est un artiste donc évidemment on a ses considérations et tout. À mon avis un personnage il faut que il faut qu'on essaie de s'identifier à ce perso. Moi je trouve que à aucun moment on s'identifie à lui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ce mec a eu un peu de succès dans une communauté, on l'appelait le mec, le maître de la sorcellerie, il y en a qui l'ont appelé le maître de la... Alors j'ai pas compris ça, c'est le maître de la sorcellerie mais c'est un écrivain au rabais, il faut choisir un peu, mais c'est, je sais pas dans quel, est-ce qu'il est vraiment au rabais cet écrivain ou est-ce que c'est une star, est-ce que, on sait pas, je trouve qu'il y a vraiment trop de mystère sur ce personnage. Et justement, ça donne des zones de flou, ça fait qu'on s'y intéresse. Et je trouve que justement ça empêche de l'identification grave que... Je trouve pas foncièrement que ça empêche l'identification parce qu'il donne au départ pile les éléments pour qu'on ait son peu de qualité, son peu de défaut. Et pendant tout le film, on se pose la question, est-ce que Coppola se met à la place de Val Kilmer? Certains disent oui, certains disent non. Je pense un peu. Moi je pense un peu. Après, là où je ferai aussi une critique, c'est que donc le film parle totalement de le fait d'écrire quelque chose. Il y a une espèce de métaphore de l'écriture par rapport à lui, dans sa réalité qui rêve, on sait pas trop qu'est-ce qui est l'histoire, qu'est-ce qui est pas l'histoire. Twixt, on se demandait si c'était pas une espèce de qui veut dire twist, mais sans twist. Enfin, c'est la seule explication du... Parce qu'il parle de fin de l'histoire et tout ça, enfin il y a une espèce de leçon un peu d'écriture, je trouve, à l'intérieur, de leçon. Après je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise leçon. Mais... j'espère pas que c'est une leçon, je pense que c'est une réflexion sur l'écriture. Une réflexion sur l'écriture. Pour amener cette réflexion, Coppola a décidé, là c'est là où je vais plutôt rejoindre Maxime, Coppola a décidé d'amener Edgar Poe dans son scénario. Et là je rejoins Maxime où je trouve que ça c'est assez prétentieux. Parce que en faisant amener un écrivain aussi réputé de son époque, et en lui faisant parler, en lui faisant expliquer comment il a écrit Corbeau par exemple, je trouve que là justement il fait parler les morts. Il fait parler les morts et mais je trouve ça très déplacé. Faire parler les morts, c'est pas ça qui me dérange. C'est en fait juste que j'ai ressenti que pendant tout le film, Coppola se mettait à la place du personnage de Val Kilmer et que du coup, moi j'ai pensé dans un tout autre registre,
j'ai pensé à Beck BD dans son film L'amour dure 3 ans, qui se met dans la peau d'une petite tête à claque, qui assume que c'est une tête à claque, mais que comme il est nul, c'est un loser, ça le rend soi-disant sympathique, et que c'est une espèce d'artifice pour le rendre sympathique, pour dire mais non, regardez, il va évoluer, il va devenir quelqu'un. Tu l'as dit toi-même, il est pas sympathique ce personnage principal. Non mais le rendre humble mais sympathique, il essaie de le rendre humble mais sympathique. Moi je trouve que ça le rend misérable, plein de contradictions, que ça le rend irresponsable, et c'est là où je trouve qu'il y a une faute. Je trouve attachant, après je trouve que tout réalisateur utilise leur film pour montrer une part de leur personnalité. Bien sûr, bien sûr. Et là je trouve pas qu'il y a extrêmement de prétention par rapport à ce personnage-là. On va se recentrer sur les séquences de rêve parce que c'est un peu le centre du film, c'est-à-dire l'articulation. Le film s'articule autour des séquences, on va dire, dans la vie normale, les séquences de rêve, séquences de vie. Et on sait pas vraiment quelle est la réalité, ni le rêve, même à la fin. Bon, je vais pas spoiler. Ouais, mais si, moi je trouve justement ces parts de rêve, moi c'est chier parce que je trouve qu'elles sont pas. Moi je trouve elles sont trop marquées quoi. Je comprends justement qu'elles sont bien marquées. Je comprends de jouer l'ambivalence. Non mais justement, je comprends de vouloir jouer l'ambivalence entre ce qui est le rêve et la réalité, sauf que quand t'as compris une fois que c'est la première séquence, c'est un rêve, et c'est pas un spoil. Mais à la fin, on se demande même si la réalité c'est pas un rêve. Je trouve que ces séquences de rêve ne vont nulle part. C'est-à-dire que dans la première séquence où on voit ce mec, alors je sais plus qu'est-ce qu'il branle, il essaie de réparer un truc, une horloge et tout. Il y a sa femme qui elle dit oh il faut la réparer. Elle attrape une guitare, elle joue de la guitare, et en fait c'est juste histoire de perturber. C'est juste voilà, elle joue de la guitare, et en plus en fond il y a la musique, la bande musicale du film qui la composition du film qui passe derrière en boucle avec ces petites notes. Alors ça fait 4 jours qu'on a vu le film, je les ai plus en tête, mais en tout cas ça revenait vraiment dans la tête. Et la fille joue de la guitare derrière, et je sais pas, ça fait une espèce de cacophonie bizarre, et c'est, alors moi je trouve que ça serait bien si ça voulait déranger, mais c'est pas supposé déranger, c'est supposé vraiment rendre juste ça mystérieux. Et moi ce côté, on veut rendre ça mystérieux, mais on veut pas forcément déranger, on veut juste ça rendre mystérieux, qu'on se demande où est la réalité ou pas. Mais c'est l'aspect bizarre du rêve. Moi j'ai pensé. C'est lié avec cette histoire d'hôtel avec les anciens habitants. Je trouve que les personnages étaient bien intégrés parce que ça. C'est encore ce mélange de fiction et de réalité avec cet auteur qui veut utiliser sa réalité pour se créer sa propre fiction d'horreur. Moi j'ai vu ça comme un mélange de. C'est une histoire de fantômes, donc de fantômes du passé avec des choses du présent, bref. Mais ça m'a pas parlé parce que justement je trouvais que ça ne savait pas où ça allait, ou en tout cas pour cette histoire de fantômes, d'habitude l'histoire de fantômes il faut toujours des indices pour avancer pour faire avancer l'intrigue. Là comme c'est une réflexion sur l'intrigue, ça te permet de pas vraiment avoir d'intrigue sinon le dénouement, et du coup qui n'ira pas plus loin que le dénouement, que la réponse à toutes les questions qu'avait le personnage avant le film. Donc le film en soi n'a pas servi à grand chose, je trouve. Mais non, c'est pas qu'une intrigue, c'est parce que là je trouve que le film est pas à prendre comme un film d'horreur avec une intrigue. Non, bien sûr, c'est une réflexion par rapport au personnage, et en fait les éléments de cette intrigue font amener le personnage principal à quelque chose. Le but du film c'est pas d'avoir une intrigue avec il y a un méchant, comment le combattre. Non, bien sûr. C'est surtout le personnage principal, il a ses propres démons. Est-ce que ça fait depuis le début de la vidéo que tu m'as brillé ouvert? Je sais pas, j'ai pas vu. Le personnage principal il a ses démons, et tous les éléments qui sont autour de lui l'aident à avancer et à arriver à une espèce de but final par rapport à lui-même. Et moi je trouve ça intéressant, moi j'aime bien parce que ça fait un film plus personnel, je dirais, plus... oui, mais ça veut moins raconter une histoire, c'est un mec par rapport à son histoire. Moi je trouve que justement c'est un artifice parce que je trouve que c'est jouer le mystérieux pour le mystérieux. Je trouve que si quelqu'un d'autre que Coppola avait fait ce film, on aurait dit qu'est-ce que c'est que cette bouse, et on n'aurait pas dit ah j'ai dit Coppola il a tout fait. Je suis pas un fan de Coppola, moi j'ai aimé ce film juste parce que ça m'a parlé. Mais clairement, je veux dire, tu prenais l'exemple d'Antichrist tout à l'heure, Lars von Trier. Quand j'ai vu Antichrist, je n'avais vu aucun de ses films. J'ai toujours vu aucun de ses films d'ailleurs. Je suis très parlé sur les films qui apportent une réflexion personnelle ou une réflexion humaine, et je trouve que les réflexions humaines ne se doivent pas d'être forcément lisses et explicites, et justement de mettre des petits éléments de choses intérieures, de réflexion de vie et tout ça, même si c'est mystérieux, même si c'est bordélique. Ouais, mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment trop bordélique pour en faire une vraie réflexion. Moi je trouve que vraiment c'est vraiment à des moments jouer le mystère pour le mystère. Je sais pas si tu as vu, je sais pas si t'as vu Kaamelott. La série. Ouais.
Je me souviens plus. J'ai vu quelques épisodes, ouais. Il y a... Je suis un peu choqué parce que c'est... Je sais, ça n'a rien à voir. Mais il y a un épisode, il y a un moment dans le film où Val Kilmer voit une vieille qui est là, qui ne regarde rien, elle regarde comme ça. Puis Val Kilmer fait des choses dans la librairie, dans la quincaillerie, parce que c'est pas une librairie. Et il fait des choses, et puis il se retourne, et là, il y a la vieille qui le regarde. Et ça ne sert à rien parce qu'on ne la voit plus la vieille. Ça m'a fait penser à une scène dans Kaamelott. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Les vieux, c'est mystérieux. Mais vous vous foutez de moi? Vous, à chaque fois que vous collez un vieux, il arrive, il dit rien. Bah justement, il dit rien. On sait pas ce qu'il pense. C'est mystérieux. Non, c'est naze. Et en fait, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et pendant tout le film, je restais sur cette vanne. Et mais pour moi, c'est une petite vanne à la con. Mais pour moi, c'est à l'image de ce film. Je trouve que faire un film sur une réflexion personnelle, de la construction d'une histoire. Moi j'ai pensé, alors tu n'as pas vu Rubber, j'ai pensé à Rubber, Ouais, justement sur Rubber. Je trouve que Rubber est une réflexion sur le sens de pas trouver une raison pour faire une histoire. On peut faire une histoire sans forcément qu'il y ait des raisons pour la faire. Et là je trouve que c'est le cas aussi, mais la différence de Rubber, je trouve que Rubber c'est proposer des trucs mais sans branluchage. Et là je trouve que Coppola, moi je trouve que c'est un peu de branluchage sur... j'ai prouvé, mais ça me manque d'humilité. Je trouve pas qu'il y a du branlage. Je trouve que justement, Coppola qui veut faire des films d'auteur, c'est un moyen pour lui justement de s'essayer à des choses plus bizarres que certains réalisateurs peuvent pas faire maintenant. Et je trouve que, enfin moi j'ai pas du tout ressenti ce côté prétentieux du genre, vous avez vu j'ai tout fait maintenant. Ah non mais ça c'était super louable de sa part de s'essayer à des nouveaux trucs. Et moi je trouve que justement il veut essayer de faire du cinéma intimiste alors que c'était un mec très haut et tout ça. Et moi je trouve ça classe de s'essayer un truc aussi bizarre que ça, même si c'est pas parfait. Et je trouve que j'ai pas senti le brandissage. J'ai senti une réflexion intello, des choses un peu intello, des réflexions, tout ça. Après j'ai pas trouvé que... Parce que pour moi le branluchage c'est un côté regardez ce que c'est bien ce que je fais, c'est incroyable. Et j'ai pas senti ça justement. J'ai senti justement qu'il voulait essayer des trucs mais il y a quand même, dans la mise en scène, il y a quand même des... Même, voilà, c'est cette réflexion mise à part, il y a quand même des... Enfin, à mon avis, il y a des choses qui ne se font pas d'habitude, mais il y a des grosses fautes de goût. C'est des propositions, après je trouve pas que c'est des dans les fautes de split goût. screens, moi les split screens de conversation, je les trouve absolument dégueulasses. Je trouve ça justement différent, ça Ouais, il essaye des choses qui sont pas d'habitude. Ouais, Moi je trouve ça intéressant. Moi je trouve ça bien. C'est bien d'essayer, il y a un risque de réussir ou pas, de pas faire comme d'habitude. Bien sûr. Mais là moi je trouve que c'est foiré. Et moi je trouve pas ça foiré. Les split screens dégueulasses, je trouve que quand tu penses à une personne, il y a une surimpression de la personne à laquelle tu penses en fond, et des fois même il y a une surimpression de la surimpression. On voit voilà les personnages en double pour bien qu'on comprenne, ah là il pense à telle personne et tout. Je trouve ça lourd, je trouve ça chiant, je me suis fait chier. Moi je trouve ça différent de ce qu'on voit d'habitude à je travers ce trouvais ça cinéma différent. hollywoodien. Je trouvais ça différent, mais justement j'ai pas envie de le voir. Ouais, moi ça me parle plus. Bon, mais du coup, voilà, mais bon, ce film-là, on n'est pas du tout d'accord. On n'est pas d'accord. C'est une tentative. Je trouve que c'est une tentative de branluchage et réussi pour en foutre partout sur la caméra. Et dans ce cas-là, c'est réussi. Mais pour aller voir un film, personnellement, la place, j'ai pas payé pour en prendre plein la gueule d'une Jacques Facial. Moi ça m'a parlé, ça m'a fait réfléchir parce que je suis un intellectuel qui se branle. Mais moi, j'ai pas aimé ce film parce que je me branle que devant Transformers 3.